Mercredi 6 mars, en manchette, phase 2 du train léger, la demande de report du vote rejetée. Travaux de réfection sur les ponts interprovinciaux, ce sera un casse-tête pour les automobilistes. Et affaire SNC-Lavalin, Gérald Bott témoigne devant le comité de la justice. En direct de la salle des nouvelles du Collège La Cité à Ottawa, voici Noémie Rondeau. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le vote concernant la phase 2 du train léger n'a pas été reporté comme le désiraient certains élus. Les membres du conseil municipal ont rejeté la demande de 6 élus sur le report de ce vote à la session du 27 mars. On va rejoindre Corinne Billot à l'Hôtel de Ville d'Ottawa. Alors, Corinne, qu'en est-il de cette motion qui n'a pas passé au conseil? Pas de problème, Noémie. Donc, il faut se rappeler que ce sont 6 élus qui ont proposé cette motion de report du dossier, c'est-à-dire Catherine McKinney, Caroline Meehan, Rich Charelli, Jeff Leeper, Diane Dean et Sean Ménard. Ils ont expliqué durant leur temps de parole qu'ils n'avaient pas eu le temps de consulter suffisamment la population au sujet des modifications qui ont été apportées au plan initial du projet. Donc, ils espéraient avoir 2 semaines supplémentaires pour y réfléchir, reportant ici le vote au 27 mars prochain. Il faut se rappeler que les élus n'avaient eu que 12 jours pour consulter un document d'une plusieurs centaines de pages. Parmi celles-ci, on retrouvait d'ailleurs un ajout important au budget de ce projet, c'est-à-dire 2,1 milliards de dollars supplémentaires. On retrouvait aussi un changement au niveau de l'emplacement des stations, c'est-à-dire que ça allongeait parfois de plusieurs minutes le trajet. Mais ce n'était pas tous les élus qui étaient d'accord avec cela. Il faut comprendre qu'il y avait énormément de conséquences sur l'aboutissement du projet qu'on pourrait voir si le vote était reporté. Ils ont expliqué que cela pourrait même mettre le projet en complet péril. Il pourrait carrément être annulé. Il faudrait retourner à la table à dessin. Donc, je vous laisse entendre ce que les élus avaient à dire sur ce dossier. So how does that delay not have the sky falling, but if council wants to actually consult the taxpayers, people that are paying for it, that is fence itching through our fingers. If you truly don't trust what you're hearing, then I don't know how you can possibly vote for deferral and not follow that up with a motion to fire CK Lyons. Because what you're saying is that you don't trust what you're hearing from staff. You have no confidence in city staff. So, unless it's just a show, I expect that motion to come later today. Alors, c'est sans surprise que la motion n'a pas été adoptée. Ça a été 6 en faveur, c'est-à-dire les 6 personnes qui avaient tout d'abord proposé la motion, et 16 en défaveur, c'est-à-dire tous les autres membres du Conseil, ainsi que le maire d'Ottawa, qui ont voté pour que la motion soit refusée. Les élus devront donc choisir d'ici la fin de la journée si oui ou non ils souhaitent accorder près de 4,66 milliards de dollars pour aller de l'avant avec la phase 2 du projet O-Train. Merci, Corinne, pour ces précisions. Je vous en prie. Des travaux de réfection touchant 3 des 5 ponts interprovinciaux risquent de compliquer la vie des automobilistes dès cet été. Des travaux qui devraient s'étendre sur une période de 3 ans sont prévus sur le pont des Chaudières, le pont Alexandra et le pont des Portages. Les détails avec Nicolas Sabourin. Les travaux annoncés sur les 3 ponts interprovinciaux auront un impact important sur la circulation, tant à Ottawa qu'à Gatineau. L'ensemble de la traverse des Chaudières entre la promenade Sir John A. Macdonald à Ottawa et la rue Laurier à Gatineau sera fermée à la circulation automobile et aux camions entre juin et août. D'ici la fin des travaux sur le pont des Chaudières, les cyclistes auront gagné une piste cyclable dans chaque direction et les automobilistes auront perdu une voie de circulation puisque la place réservée à celle-ci sera réduite pour accueillir la nouvelle piste. Voici ce que le directeur du service des communications de la Ville de Gatineau, Jean Boileau, avait à dire. D'abord, il faut comprendre que ce n'est pas des travaux faits par la Ville de Gatineau, c'est fait par le gouvernement du Canada et aussi la CCN, ou sinon par un promoteur privé. Donc, c'est des travaux qui vont se répartir tout au long de l'été sur les différents ponts. Les travaux auront lieu lors d'une période achalandée. D'ailleurs, certains citoyens sont inquiets des conséquences des travaux. Pour vous dire vrai, ça va m'affecter moi personnellement très, très beaucoup. Parce que j'habite exactement entre Maisonneuve et Sacré-Cœur. Alors, je dois passer sur le pont Alexandra pour venir chez moi chaque jour et pour aller à Ottawa, vu que toutes mes activités sont à Ottawa. Si je passe sur le pont Alexandra, ça va me prendre comme 2 minutes pour arriver à Ottawa. Alors, si je fais d'autres détours,
alors ça va me prendre plus de temps. Bien, personnellement, je pense que ça va juste affecter au niveau du trafic, puis je vais devoir me lever plus tôt pour aller à l'école. Par contre, certains citoyens comme les cyclistes voient ces travaux d'un bon œil. Ici, sur le pont du Portage, c'est clair, moi je suis cycliste aussi. La piste cyclable ici est vraiment dangereuse. Il n'y a pas de séparation avec les voies rapides, donc ça, je pense que ça va être bienvenu. En même temps, c'est évident que tu ne peux pas faire des pistes cyclables sur un pont sans avoir un impact sur le trafic. Là. Lors de la période des travaux, la Ville invite elle aussi les citoyens à s'informer et à prévoir leurs déplacements pour désengorger les routes. Il va falloir s'informer d'abord et avant tout, consulter le site web, prévoir à l'avance des déplacements compte tenu des travaux qui sont prévus. Donc, c'est de se tenir informé des travaux qui vont être présents pour les prochaines semaines et même la prochaine année. Pour le moment, la fin des travaux sur l'ensemble des ponts est prévue pour la fin décembre 2022. Les citoyens devront donc faire preuve d'un peu de patience. Nicolas Sabourin, La Cité, Gatineau. La Garde côtière canadienne a fait don ce matin d'un hélicoptère aux étudiants en aviation du Collège Algonquin. L'appareil permettra aux futurs mécaniciens d'avoir une expérience pratique au cours de leur formation, ce dont viendra répondre à un réel besoin. Le reportage de David-Alexandre Vincent. Cette quarantaine d'étudiants en entretien d'aéronefs au Collège Algonquin aura bientôt un nouvel outil pour vivre une expérience pratique. Dans le cadre du plan de renouvellement de la flotte de la Garde côtière canadienne, la Société a fait don d'un hélicoptère devenu excédentaire. La venue de cet appareil permettra aux étudiants d'être mieux préparés pour leur futur emploi. On sait qu'avec les collèges, c'est l'expérience pratique qui est la chose la plus importante. Donc, comment faire l'expérience pratique? Bien, c'est avec des vrais outils qui vont travailler avec plus tard en emploi. Les étudiants pourront observer, démonter et travailler sur l'hélicoptère afin de mettre en application la théorie apprise en classe. Nous avons besoin des jeunes qui ont des compétences pour notre économie de l'avenir et aussi c'est très important pour les étudiants parce que les étudiants ont une opportunité d'apprendre directement avec un hélicoptère. Le secteur de l'aviation est actuellement en pénurie de main-d'œuvre. De nouvelles places seront créées au sein des programmes de mécanique et d'ingénierie afin de diplômer davantage de travailleurs. Le Collège Algonquin peut maintenant ouvrir davantage de places pour pouvoir avoir davantage d'étudiants, donc plus de travailleurs qui sont nécessaires dans la société. 9 autres collèges et universités recevront également un hélicoptère de la Garde côtière canadienne. Le gouvernement du Canada dit vouloir encourager le développement de l'emploi. Le gouvernement canadien et même d'autres gouvernements, que ce soit municipaux ou provinciaux, pensent vraiment au futur, donc au développement de l'emploi. Et ça, c'est un exemple concret comment on peut contribuer avec les collèges et universités. Le Collège Algonquin mentionne que le don de l'hélicoptère permettra d'assurer le succès du programme de techniciens d'entretien d'aéronefs au cours des prochaines années. David-Alexandre Vincent, La Cité, Ottawa. Le gouvernement de l'Ontario devra couper 8,6 milliards de dollars en santé d'ici 2022-2023 afin d'équilibrer son budget sans augmenter les impôts. C'est ce qu'a dévoilé le Bureau de responsabilité financière de l'Ontario dans un rapport indépendant. Selon l'énoncé économique de Doug Ford présenté à l'automne dernier, le budget du système de santé de l'Ontario se chiffre à 61,3 milliards de dollars cette année. D'ailleurs, les dépenses en santé augmenteront de 4,5 % annuellement au cours des 4 prochaines années. Cette augmentation s'explique par la croissance de la population ontarienne, le vieillissement des baby-boomers et l'augmentation des coûts dans le secteur de la santé. Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario a annoncé aujourd'hui l'inauguration d'une nouvelle école élémentaire publique française à l'ouest d'Ottawa. Cette école sera située dans le secteur Nepean au 20 Harrison Street, site de l'ancienne école Leslie Park School. Jérôme Ouellette. Je pense que ça va. Les plans de la nouvelle école élémentaire publique située dans le secteur Nepean à Ottawa étaient dévoilés aujourd'hui. C'est plus de 290 élèves allant de la maternelle à la 6e année qui fréquenteront cet établissement dès la prochaine rentrée scolaire. La présidente du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, Lucille Collard, affirme que cette nouvelle école répond à une demande de la population francophone de l'Ouest d'Ottawa. La communauté francophone dans l'Ouest de la ville a beaucoup grossi dans les dernières années, à un point tel que les écoles que nous, on a dans l'Ouest de la ville, ils débordent. On a des portatives. Il y a beaucoup de demandes de la part des francophones. Alors, en ouvrant une nouvelle école, on répond vraiment à un besoin de la communauté. Cette nouvelle école adoptera une pédagogie novatrice inspirée de la philosophie Reggio Emilia en Italie.
Cette approche pédagogique met en avant-plan la curiosité naturelle par l'apprentissage de l'environnement. Les futurs enseignants vont adopter leur plan de cours en fonction des intérêts de leurs élèves. Puis c'est les intérêts des élèves qui vont faire que les enseignants, après, vont faire des projets communs au niveau de l'école. Puis tu pourrais même voir un élève de 3e année qui collabore avec un élève de 1re année. La nouvelle école du secteur Nepean sera prête à accueillir ses élèves en septembre prochain. Avec cette pédagogie novatrice qui sera adoptée à cette école, le CEPEO souhaite ainsi faire de ses élèves de bons citoyens de demain. Jérôme Ouellette pour le Collège de la Cité à Ottawa. Les étudiants du Collège de la Cité d'Ottawa ont pu participer à un dîner traditionnel de cabane à sucre aujourd'hui. L'événement a été créé par des étudiants du collège dans le cadre de leur programme. Le reportage de Camille Larocque. Un dîner cabane à sucre était disponible ce midi pour les étudiants du Collège de la Cité. Au coût de 9 $, les élèves ont eu droit à un repas traditionnel digne des meilleures cabanes à sucre de la région. Les étudiants peuvent aussi se procurer de la tire d'érable sur neige au coût de 3 $ le bâton. Ce genre d'événement crée une ambiance festive dans les couloirs du collège. Je trouve ça le fun, puis je trouve que c'est de la bonne nourriture, puis c'est toujours bon, puis c'est quand même pas cher. Est-ce que ça me donne une chance de jouer peut-être avec mes amis sur une activité? Ben c'est parce que c'est le fun, tu sais, parce que ça nous montre que le printemps s'en vient, tu sais, c'est le temps des sucres, fait que ça nous donne le goût de, bon, ben OK, ça nous donne le dernier strain pour finir la session. Ce dîner a été organisé par des étudiants en administration du Collège de la Cité. Cet événement est le résultat d'un projet de groupe que les élèves avaient à faire dans le cadre de leur programme. On est dans un programme d'administration de bureau et un de nos cours, c'est de réaliser un événement pour ramasser de l'argent pour une bourse d'école. Donc, on a décidé de vendre la tire aujourd'hui. Soupe au pois, bines, saucisses, tire d'érable et pudding chômeur, il y a une panoplie de choix pour tous les goûts. Dans tout le repas, ça a été quoi votre préféré? Je dirais la soupe. La soupe au pois. La tire. Le pudding chômeur. Le pudding chômeur était vraiment bon, sérieusement. C'est comme si c'était ma grand-mère qui l'aurait fait. Le temps d'un dîner, la cafétéria du Collège de la Cité s'est transformée en cabane à sucre. Ces aliments clés d'un repas traditionnel canadien nous rappellent que l'hiver tire à sa fin. Ici Camille Larocque pour le Collège de la Cité, à Ottawa. Au retour de la pause, les nouvelles nationales et internationales avec James McKenzie. Bonsoir, mesdames et messieurs. Dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin, l'ex-bras droit de Justin Trudeau, Gerald Butts, a témoigné devant le comité de justice de la Chambre des communes ce matin. Il a contredit le témoignage de l'ex-ministre de la Justice et ex-procureur général du Canada, Jody Wilson-Raybould. On en parle avec Catherine Carrière. Bonsoir Catherine. Bonsoir James. Alors, Gerald Butts aurait démenti avoir exercé de la pression sur Jody Wilson. Oui, en effet, James, Gerald Butts souligne qu'il n'aurait jamais exercé de pression sur Jody Wilson-Raybould. Il souligne aussi qu'ils ne seraient jamais rencontrés seuls ensemble. Donc, il dit qu'elle ne s'est jamais plainte sur les pressions qui seraient exercées sur elle. Elle aurait seulement commencé à se plaindre lorsque le cabinet Trudeau lui aurait informé qu'elle ferait partie du remaniement ministériel. Cependant, Trudeau lui aurait promis que le remaniement n'aurait aucun lien avec le dossier SNC-Lavalin. Donc, cette dernière aurait plaidé souvent au cabinet Trudeau sur les pressions qui étaient soi-disant exercées sur elle. Cependant, Gerald Butts souligne que le cabinet lui aurait seulement demandé son deuxième avis sur le sujet et lui aurait dit qu'elle était libre de penser et de dire ce qu'elle souhaite. Donc, selon lui, elle aurait pris une décision beaucoup trop rapidement sur le sujet sans peser les pour et les contre. Et lorsqu'il s'est fait demander si les Canadiens devaient croire sa version des faits, contrairement à celle apportée par Jody Wilson-Raybould, il leur a dit que c'est à eux de croire la version qui les ressemblait le plus. Et Jody Wilson était l'ami de Gerald Butts et il lui dit que ça se fait mal de se faire trahir par une de ses amies qui était soi-disant proche. Il assure aussi que il n'était pas là pour se quereller avec Mme Wilson-Raybould, mais seulement pour apporter des affirmations sur les contradictions qui pesaient contre lui. Donc, chaque propos qu'il apportait était soi-disant vrai et il dit aussi que chaque propos avait des preuves. Et est-ce qu'on s'attend à ce que Justin Trudeau réagisse à cela aujourd'hui? Oui, en effet, nous attendons sous peu les commentaires de Justin Trudeau sur les propos apportés par Gerald Butts. Donc, il ne reste plus qu'à voir si les commentaires de Justin Trudeau viendront contredire ou confirmer les propos de Gerald Butts. Merci Catherine. Je vous en prie. Le directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, a été suspendu à la suite d'une allégation relative à des infractions criminelles.
C'est la ministre de la Sécurité publique, Gilbert Guilbeault, qui en a fait l'annonce aujourd'hui. Suite à ça, c'est Mario Bouchard, le directeur adjoint de la SQ, qui assurera l'intérim pendant la durée de l'enquête. Aucune infraction criminelle n'a encore été rendue publique, mais on sait que Martin Prudhomme n'a pas fait l'objet d'une arrestation. La directrice financière de Huawei se retrouvera de nouveau face à la Cour de justice de la Colombie-Britannique pour discuter des procédures d'extradition. On rejoint alors notre correspondant Charles-Antoine Côté pour nous parler de cette affaire. Alors, Charles-Antoine, qu'arrivera-t-il à Meng Wanzhou d'ici les prochains jours ? Oui, James, c'est un surveillant qui va être surveillé de près. La Cour suprême de Colombie-Britannique a statué ce matin que les procédures d'extradition devraient être entamées dès le 8 mai. Et donc, ainsi, Mme Wanzhou, il faut savoir que les procédures d'extradition, c'est des procédures des procédures administratives qui prennent un certain temps avant de se mettre en branle. Mais une fois que tout devrait être prêt, Mme Wanzhou devrait être extradée vers les États-Unis. Et donc, ce ne sera plus le problème des autorités judiciaires canadiennes. Rappelez rapidement les faits. Mme Wanzhou a été arrêtée en décembre 2018 pour avoir contourné les sanctions économiques contre l'Iran. Au total, les autorités américaines ont porté 13 chefs d'accusation contre l'ex-tête dirigeante de Huawei, qui est notamment accusé de fraude bancaire, de fraude numérique et de blanchiment d'argent. La compagnie elle-même, Huawei, est dans l'eau chaude pour ne pas avoir été claire à propos de ses liens avec une autre entreprise, Skycom, qui opère en sol iranien. Et donc, Charles-Antoine, on sait que les autorités chinoises continuent de faire pression sur les autorités canadiennes pour abandonner toutes ces poursuites contre Meng Wanzhou, mais ils se servent du dossier SNC-Lavalin comme argument pour justifier leurs moyens. Oui, tout à fait. Les autorités chinoises qui, depuis le début, disent que l'arrestation de Mme Wanzhou est à des fins politiques. Et ils se servent, par exemple, du cas de SNC-Lavalin, où Justin Trudeau aurait fait une ingérence politique pour abandonner les poursuites judiciaires contre SNC-Lavalin, pour exploiter le fait que Justin Trudeau ne peut pas faire la même chose pour Mme Wanzhou. Il y a également l'avocat de Mme Wanzhou qui, lui, a cité le fait que Donald Trump, 2 semaines plus tôt environ, avait dit qu'il pourrait ramener le dossier de Mme Wanzhou sur la table lors des négociations avec la Chine. Il y a également plusieurs experts politiques qui se penchent sur, vous savez, ces Canadiens qui ont été arrêtés en Chine subitement suite à l'arrestation de Mme Wanzhou. Donc, reste à voir quel sera leur sort. D'ailleurs, 2 de ces Canadiens ont d'ailleurs été accusés d'espionnage en Chine. Merci, Charles-Antoine. Je vous en prie. Via Rail réclame depuis 2016 la mise en place d'un train à grande fréquence, un projet estimé à plus de 4 milliards de dollars. Entendrons-nous parler de ce projet au cours des prochaines élections fédérales? Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement Trudeau se prononcera sur le méga-projet le 19 mars prochain. Le tracé de cette ligne de train n'a pas encore été choisi, mais on sait déjà que les villes de Québec, Montréal et Toronto seront reliées. Cette ligne permettra aux usagers de gagner beaucoup de temps, surtout d'éviter d'attendre pour des correspondances. Un comité consultatif suggère la création d'une agence d'assurance de médicaments à l'échelle nationale. Cette agence aurait pour but d'éliminer les disparités de couverture santé en fonction des provinces et des territoires. Concrètement, cette agence serait en mesure de négocier les prix avec l'industrie pharmaceutique, donc pour les médicaments. Il y aurait aussi un formulaire unique pour accéder à certains médicaments et un suivi entre les prescriptions des médecins et des achats en pharmacie. Pour l'instant, aucune date précise n'a été établie, mais le projet semble sur la bonne voie. Et en terminant, la Banque du Canada maintiendra son taux directeur à 1,75%. Ce non-changement est dû à l'économie mondiale qui connaît un ralentissement. La Banque du Canada avait prévu ce ralentissement pour la fin 2018, début 2019, mais ne s'attendait pas à ce qu'il soit si prononcé et si généralisé. Les banques nationales soutiennent que la principale cause est la détérioration des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Et après la pause, on retrouve Kéliane Perra au sport. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à InfoCité Sport. Les Jeux du Québec sont toujours en cours à Québec. L'Outaouais a terminé le premier bloc en tête de classement avec 41 médailles. C'est la première fois que l'Outaouais se retrouve au premier rang dans l'histoire des Jeux. Le deuxième bloc de la compétition commence demain matin et se termine samedi prochain. Carey Price rejoint Jacques Plante au sommet de la liste des gardiens les plus victorieux de l'histoire du Canadien. Grâce à la victoire du Canadien au Staples Center à Los Angeles, Carey Price a pu enregistrer la 314e victoire de sa carrière. Il a fallu 56 ans avant qu'un autre gardien vienne rejoindre Plante.
Bryce devrait avoir la chance de s'emparer de la tête de cette colonne demain soir lors de la partie contre les Sharks de San Jose. La tâche ne sera pas facile pour le gardien étoile du Canadien. La dernière victoire du tricolore dans ce coin de la Californie remonte à 1999. Nikita Kucherov a égalé un record d'équipe pour le Lightning de Tampa Bay pour les points en une saison grâce à une récolte de 2 aides hier soir contre les Jets de Winnipeg. Kucherov totalise maintenant 108 points et égale le record de Vincent Lecavalier lors de la saison 2006-2007. Du côté de Steven Stamkos, il a marqué un 382e but en carrière avec le Lightning, un de moins que Lecavalier, meneur dans l'histoire de l'équipe. Steven Stamkos pourra égaliser le nombre de buts qu'a Lecavalier lors de son prochain match demain soir contre les Wild du Minnesota. Une transaction potentielle qui permettrait d'acquérir les services d'un des meilleurs receveurs de la NFL, Antonio Brown, devrait être bouclée d'ici vendredi. Le receveur des Steelers de Pittsburgh détient un record de la NFL avec 6 saisons de suite d'au moins 100 attrapés. Le prix à payer pour Browns est un choix de premier tour. Les Raiders, les Redskins et les Titans sont les 3 équipes les plus intéressées à obtenir le receveur des Steelers. Rappelons que Antonio Brown avait volontairement fait l'impasse sur une séance d'entraînement des Steelers à la veille du dernier match de la saison. Les Angels de Los Angeles ont contacté la MLB après que Bryce Harper ait fait un commentaire public sur le recrutement de Mike Trout à Philadelphie. Ce genre de commentaire peut être vu comme une violation des règles de la Ligue et Harper pourrait avoir une amende. Bryce Harper, un des meilleurs frappeurs de la Ligue, a cogné 34 circuits et 137 coups sûrs en 2018. Il vient tout juste de signer un contrat de 13 ans, 330 millions de dollars avec les Phillies. Restez des nôtres, au retour de la pause, Noémie Rondeau vous présente la météo et le mot de la fin. Coup d'œil à la météo, le beau temps sera de la partie au cours des prochains jours. Il faudra en profiter avant le retour du mauvais temps. D'abord, pour ce soir et cette nuit, ce sera partiellement nuageux. Les minimums varieront entre moins 20 et moins 23. La température chutera à moins 30 avec le refroidissement éolien. Pour la journée de demain, jeudi, ce sera généralement ensoleillé pour l'ensemble de la région, maximum moins 8. Ce sera par contre plus froid en matinée avec un refroidissement éolien à moins 27. Et finalement, un aperçu pour vendredi, la température sera confortable avec un maximum entre 0 et moins 2. En terminant, 2 étudiants de l'Institut de technologie du Massachusetts ont mis au point un robot qui résout un cube Rubik en seulement 38 centièmes de seconde. Le record précédent de 637 centièmes de seconde était détenu par des ingénieurs de l'entreprise allemande Infineon. Les 2 étudiants ont indiqué qu'il serait possible de réduire davantage ce délai, mais qu'ils ont perdu tout intérêt à ajuster leur construction. Voilà donc une autre discipline où la machine a dépassé l'humain. Et voilà, c'est ce qui complète votre bulletin Infocité. Pour plus de nouvelles régionales, je vous invite à consulter le sagacité.ca. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée.